Mon souvenir, c'est en 1948, le choc que nous avons eu en lisant la revue Relations, dans laquelle il y avait cet article de M. Ledoux, qui nous faisait prendre conscience qu'il y avait, au Québec, une industrie qui tuait ses ouvriers. L'affaire Silicose, ça a été comme une bombe dans les milieux sociaux et intellectuels du Québec. Et des questions sociales qui pouvaient, d'une certaine façon, jouer des tours au gouvernement Duplessis. Ça a été repris partout, dans tous les médias francophones et anglophones du Québec. La silicose est devenue un événement parce que c'était un gros enjeu de justice sociale envers les travailleurs d'une usine en particulier, mais envers leur famille et tout le milieu. On dirait que ces situations-là ont pris beaucoup de place au Québec, mais qu'on n'a pas donné à ce qui se passait, au drame humain qui se passait à Saint-Rémy-d'Amherst suffisamment d'importance. J'ai perdu mon grand-père. Quand je dis j'ai perdu mon grand-père, moi, je ne l'ai pas connu. Et puis, j'ai deux de mes oncles aussi qui sont décédés de silicose, tous les deux à l'âge de 22 ans. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière avec la silicose. Ce qu'il faut comprendre avec la silicose, c'est que c'est une maladie incurable. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Quand nos lecteurs auront pris connaissance de cet article sur Saint-Rémy-d'Amherst et de sa signification, qu'ils auront parcouru la liste de ces morts et lu le récit de la souffrance et de la misère de ces familles, ils comprendront pourquoi nous avons accordé à cette histoire de chez nous un espace si considérable. Le cas de Saint-Rémy, outre qu'il surpasse peut-être en horreur tout ce que la province de Québec a connu en ce domaine, pose un problème d'envergure nationale, dont la solution est terriblement urgente. Ce petit village des Laurentides, depuis une dizaine d'années, a été le théâtre d'un drame qui dépasse largement ses limites. Des vies d'hommes y furent impitoyablement sacrifiés. S'il fait beau, on verra parfois de grand matin un nuage long et sinueux s'avancer de loin et flotter doucement sur le lac et le village de Saint-Rémy. C'est un nuage fait de main d'homme. Il est composé d'une multitude d'infimes particules, appelées poussières de silice. Bien que ce nuage soit en partie grisâtre et opaque, en partie transparent et lumineux, il est facile d'en retracer l'origine à la mine de silice et à l'usine de la Canada China Clay and Silica Limited, à une distance d'1 mile ou deux du village. L'arrivée de Burton Ledoux au Québec est liée au fait que le père d'Auteuil, Richard, avait lu un article de Burton Ledoux dans une revue universitaire américaine et il avait aimé l'article et il a contacté Burton Ledoux. Et c'est à partir de ça que Burton Ledoux serait venu au Québec et aurait commencé à écrire des articles dans Relations. Les articles qu'il a écrits dans leur relation, ça s'apparentait beaucoup au journalisme d'enquête. Mais c'est le premier de ces articles qui fait réagir. En fait, c'est le premier article sur les maladies industrielles, silicose et amiantose. C'est la première de la série d'articles qui vont paraître. En 1948, la revue Relations, sous l'égide d'une communauté religieuse, a publié un de ses dossiers appelé l'affaire Silicose, ou appelé la silicose de Saint-Rémy-d'Amherst à Ungava. Ce dossier mettait en valeur ou en évidence la réalité des travailleurs de la mine de Saint-Rémy-d'Amherst qui avaient des conséquences importantes sur la vie des travailleurs, sur l'environnement aussi de l'ensemble du village et aussi sur la vie des familles.
L'article montre bien comment la situation insidieuse d'un minerai, la silice, dans la situation sanitaire et dans la condition physique des travailleurs. C'était des maladies qui condamnaient les travailleurs à ne plus pouvoir travailler et, dans bien des cas, à la mort. Nos lecteurs comprendront, sans aucun doute, que nous ne publions pas ce formidable dossier pour le plaisir d'étonner, mais uniquement pour rendre témoignage à la vérité. Quand on travaille dans une revue, on sait que nos coups doivent porter autant que possible et prendre le risque d'afficher les noms de 46 personnes décédées d'une maladie industrielle et d'offrir un article d'une 20aine de pages pour décrire toute la problématique de cet événement-là, de cette situation, fallait peser, fallait prévoir l'impact, parce qu'on prévoyait déjà un certain impact qu'il y aurait dans le milieu de travail et qui mettait en cause carrément les responsables de cette usine. Bien, l'article de Burton-Ledoux a été comme une véritable bombe. Hein? Ça a suscité beaucoup d'intérêt chez les lecteurs. Les gens ont pris au sérieux ce qui était dit là. Et même l'article de la revue a été reproduit dans Le Devoir. On en a parlé dans les différents journaux. Et les revues se sont complètement épuisées. Principal élément constitutif du sable, de l'argile et de plusieurs variétés de roches, la silice est un des minéraux les plus abondants et les plus communs sur Terre. Toute manipulation de cette matière soulève une importante poussière composée d'infimes particules de silice, dont une partie est visible et l'autre invisible, tant elles sont petites. Le gisement de Saint-Rémy-d'Amherst comprend 2 substances importantes exploitables commercialement. Il y a d'une part le kaolin qui sert à la fabrication de la porcelaine et également comme agent blanchisseur dans les pâtes et papiers. Et la silice qui est utilisée dans la fabrication du verre et peuvent être exploitées en fonction du marché de chacune d'entre elles. La silicose est une maladie des poumons qui est provoquée par l'inhalation de poussière de silice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la silice, elle compose 60% de l'écorce terrestre. Donc, à l'état naturel, la silice, c'est pas dangereux. Ce qui devient dangereux, c'est quand on transforme ces cailloux-là en poussière. Dans une exploitation comme celle de Saint-Rémy-d'Amherst, la poussière est présente à toutes les étapes. Ça commence lors des forages pour le dynamitage. Dans l'usine, les différentes opérations de broyage sont également génératrices de poussière jusqu'à l'ensachement pour l'expédition éventuelle. Donc, cette poussière est présente non seulement à l'intérieur de l'usine pour les travailleurs, mais également dans l'environnement autour de l'exploitation. Et c'est ces très très fines particules qui vont être respirées par les travailleurs et qui vont arriver en bas des poumons, tout en bas des poumons, dans les petits sacs qu'on appelle des alvéoles. Et puis c'est à ce niveau-là en fait que la silicose va pouvoir se développer. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, Burton-Ledoux, je vous ai exactement... Oui, on s'est vu il y a quelques jours. Oui, si vous voulez bien, on pourrait peut-être... Les premiers symptômes qui peuvent apparaître très tardivement malheureusement, puisque c'est une maladie qui est au départ sans symptômes. Poussière, les compagnies qui nous aiment. Exactement. Dans la plupart des cas, la silicose, elle est d'abord, on la détecte d'abord au niveau radiologique plutôt qu'au niveau clinique. À l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les mineurs, ils ont été exposés à une telle quantité de silice que les symptômes sont apparus extrêmement rapidement.
Les premiers symptômes qui ont dû apparaître à cette époque-là, c'est l'essoufflement. L'essoufflement d'abord pour des efforts, et puis après au repos, puis de la toux sèche. En ce qui concerne certains qui ont été exposés très massivement, ils ont pu déclencher de la fièvre, ils ont pu avoir des périodes d'amaigrissement intense, de l'affaiblissement, et puis ce qu'on appelle de l'altération de l'état général pour ceux qui ont été vraiment exposés massivement et sur de très courtes périodes. Les faits essentiels concernant la silicose sont connus depuis bien des années. On en a parlé constamment dans l'industrie minière et il est impossible que les propriétaires n'en aient pas été pleinement informés. Aucun des ouvriers employés à la carrière n'est pourvu d'un masque respiratoire qui le protégerait un tant soit peu de cette poussière. Les quelques essais tentés l'ont été avec tant de négligence et de maladresse qu'il est inutile d'en parler. Il nous semble donc nécessaire de déclarer catégoriquement qu'il s'agit ici de négligence criminelle, d'un état de choses équivalent au meurtre légalisé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1930, à la conférence internationale de Johannesburg, ils avaient déjà mis les bases de la prévention. Ils avaient déjà déterminé quelles étaient les situations à risque, les conséquences médicales, qui a déterminé les moyens effectifs pour se protéger de la silicose. Et le monde scientifique était au courant. Donc, dans la mesure où vous connaissez une situation à risque, vous pouvez réfléchir à comment la prévenir. C'est sûr qu'il parlait aussi des masques, il parlait de la ventilation, il parlait des endroits les plus à risque, ceux qui étaient plus empoussiérés, les moins empoussiérés. Donc déjà, il y avait une certaine connaissance du risque. Nombre de patients silicotiques ont été sujets à des infections secondaires, dont la majeure partie d'entre eux ont développé la tuberculose. La tuberculose n'est pas une complication de la silicose, mais la tuberculose vient aggraver la silicose parce que les patients ne sont plus capables de se défendre contre les contaminants extérieurs. Et puis la tuberculose, ça fait le lit des infections et en chef de file la tuberculose, évidemment. La tuberculose, c'est une maladie pulmonaire infectieuse, effectivement, donc très contagieuse. La tuberculose est une maladie qui se transmet très, très facilement. Quand vous avez quelqu'un qui tousse ou qui crache, effectivement, c'est très, très contagieux. Donc, les patients atteints de silicose qui ont développé la tuberculose ont facilement pu contaminer les membres de leur famille qui, eux, n'étaient pas évidemment silicosés, mais qui ont pu contracter la tuberculose. L'insuffisance de leurs revenus ne leur assurait pas le moyen de vivre personnellement dans la plus élémentaire convenance. Même au taux se trouvait alors le coût de la vie. Elles condamnaient leur famille à la plus abjecte pauvreté. On donnait à ces ouvriers un salaire variant de 7,20 $ à 8,40 $ par semaine. Nous réunissons aujourd'hui pour faire œuvre de mémoire. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filets de sécurité pour les familles dont le père mourait. Je pouvais imaginer ce que pouvait être dans une communauté comme Saint-Rémy-d'Amherst, ce que ça pouvait être que cette sorte d'hécatombe que créait la silicose. Ça fait déjà 1 an, jour pour jour, que notre frère Doris Chartrand nous a quittés à l'âge de 22 ans, terrassé par la silicose. Comme vous le savez, cette maladie, sans pitié, a déjà apporté plusieurs des nôtres. Des hommes vaillants qui se sont littéralement tués à l'ouvrage, dans la mine, pour nourrir leur famille. Il y a beaucoup de détresse humaine aussi. Je pense que cet article de Burton Ledoux met l'accent aussi sur la détresse des familles, des travailleurs qui se voyaient mourir à petit feu d'une certaine façon. Par exemple, dans cet article de Burton Ledoux, on mentionne le cas de 3 familles dont le mari travaillait à l'usine. Il est décédé de cette maladie. Alors, elles se retrouvent 3 dames. Elles décident d'intenter un procès
Puis la pension se fait attendre parce que la maladie de leur mari n'est pas nécessairement reconnue par la compagnie, donc, et non plus par la loi sur les accidents de travail. Bon, alors, elles se retrouvent dans la misère. Elles vont commencer un procès, vont essayer de trouver l'argent pour payer un avocat. Mais au bout de 12 ans, imaginez, on ne reconnaît pas, le juge de Saint-Jérôme n'a pas voulu reconnaître qu'elles avaient droit à l'indemnité en cas du décès de leur conjoint. Alors, c'était vraiment énorme. On dit que le seul recours de ces familles, souvent, c'était le curé de la paroisse qu'elles allaient trouver pour avoir un petit peu d'aumône, j'imagine. Ou parfois, c'était le médecin qui acceptait aussi, peut-être même de soigner gratuitement certains membres de ces familles-là. Si la loi des accidents de travail n'est pas assez claire, puis c'est que si le médecin de la compagnie n'a pas déclaré officiellement que telle personne est atteinte de la maladie de la mine ou bien est décédée de cette maladie, c'est la parole du médecin qui a gain de cause. Alors, il y avait des problèmes de justice, de compensation qui manquaient, et donc certainement de beaucoup de misère. Donai et lux perpetua luceti. Amen. Amen. Les silicosés de Saint-Rémy et leur famille, sauf de rares exceptions, n'ont pu obtenir d'indemnité, même quand ils y avaient droit au terme de la loi. Ainsi, la misère dans laquelle la Canada China Clay a plongé ces gens est entretenue, non seulement par les dispositions de la loi, mais encore par ceux qui sont chargés de l'appliquer. Bien sûr, on peut voir qu'il existait dans le milieu des gens qui essayaient d'aider le mieux possible et qui étaient au fait de ce qui arrivait aux mineurs et des conséquences pour les familles. Par ailleurs, c'est ça qui est un peu regrettable, hein, c'est que les propriétaires de la mine savaient s'entourer de gens complaisants qui étaient à leur service, hein, qui atténuaient les effets de la maladie et qui faisaient en sorte que les propriétaires de la mine se sentaient désengagés de la responsabilité qu'ils auraient dû avoir vis-à-vis des familles. À l'époque, dans les années 40, la situation des femmes qui sont restées, c'était une situation extrêmement difficile. Plusieurs femmes ont dû partir de Saint-Rémy pour essayer de trouver du travail. Si ce n'était pas elles, c'était leurs filles ou leurs fils qui ont dû quitter la région pour essayer de travailler. Dans le cas des femmes qui n'arrivaient pas au bout du mois à répondre à tous les besoins de la famille, on a parlé, notamment dans l'article de la silicose, des problèmes de prostitution qui étaient une réalité assez fréquente pour que les femmes puissent nourrir leurs enfants jusqu'à la fin de chaque mois. Des problèmes d'éducation, de ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école très longtemps et d'envoyer même ses enfants dans des situations de travail qui n'étaient pas souvent dans des conditions meilleures. Bien, le déclin de la municipalité, bien, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui sont restés sur place. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent raconter vraiment ce qui s'est passé. C'est que ça a fait comme, comment j'appellerais ça, une espèce de cratère, tu sais, où il n'y a plus rien. Les gens ne veulent pas non plus se souvenir de cet épisode-là, parce que c'est un épisode qui est tellement malheureux ou qui était aussi tellement souffrant. Les gens ont été laissés à eux-mêmes. Il y a eu comme une espèce de diaspora. Les gens ont quitté le village parce que ça ramenait de mauvais souvenirs. En somme, la mine à ciel ouvert et l'usine se distinguent par toutes sortes de pratiques condamnables. Il n'y a pas d'excuse valide pour tolérer des conditions de travail qui ont causé la maladie et la mort à autant d'ouvriers et par conséquent le deuil à autant de familles.
Tout au long des 12 années dont s'occupe le présent récit, le gouvernement du Québec avait plein pouvoir pour mettre fin aux abus commis envers la population de Saint-Rémy. Il avait aussi plein pouvoir pour forcer la compagnie à porter la responsabilité des dommages causés, et en ce sens, il a gravement failli. Bien plus, il a lui-même ajouté au malheur de cette population. Sa culpabilité en cette affaire est donc très grande. Ce que nous savions, c'était qu'un tel article faisait tellement de bruit qu'il ne va ne pas y avoir une réaction négative très forte. Que ce soit de la part de la compagnie, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part d'autres industriels, que ce soit dans le clergé, un tel article, à ce moment-là, dans le climat de 1948 au Québec, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions très vives. Après la publication du numéro de mars 1948, évidemment, la compagnie minière est intervenue envers la Compagnie de Jésus, mais aussi dans les différentes structures de l'Église et du gouvernement pour obliger la compagnie par la revue Relations à se rétracter par rapport au contenu qui avait été mis de l'avant. Oui, la compagnie Noranda Mines, qui était possession de la famille Timmins, a fait des pressions non seulement sur le pouvoir politique, mais aussi sur le pouvoir religieux. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'au tout départ, Monseigneur Joseph Charbonneau semblait appuyer la revue Relations. Mais là, suspense, Monseigneur Charbonneau fait venir les textes à l'archevêché et dit « ça se peut pas qu'on fasse ça, on peut pas aller de l'avant parce que ça serait pour l'Église désavouer les mineurs, alors que les mineurs viennent d'être appuyés par l'Église unie, les protestants, etc. » Il ne voulait pas que l'Église catholique soit associée à un désaveu, à une rétractation. Mais ce qu'on a su plus tard, c'est que la famille Timmins, qui donnait de grandes subventions à l'hôpital Sainte Mary's de Montréal, a menacé Monseigneur Charbonneau de ne plus donner les subventions. Ce qui a fait que Monseigneur Joseph Charbonneau a eu comme les mains liées et il a dit au supérieur des Jésuites, « c'est à vous à régler ça ». Je pense qu'il est possible, moi c'est mon hypothèse, que M. Charbonneau a réagi au fait que peut-être, Burton Ledoux n'était pas entièrement scientifique, que peut-être que son analyse n'était pas assez solidement validée scientifiquement. Et parmi ceux qui s'opposaient, il est bien possible qu'on ait eu accès à M. Charbonneau pour le faire douter de la qualité du dossier qu'il avait appuyé. Je pense que la minière a utilisé cet argument, mais en même temps, on voit bien que Ledoux a fait plusieurs recherches, qu'il a parlé à des scientifiques, à des médecins, a fait vraiment son travail d'enquête. Et ils appelaient autant la revue Relations, lui-même, par la suite Le Devoir, à ce qu'une enquête formelle, c'était le premier processus pour qu'une enquête formelle puisse se réaliser. Pour moi, c'était la première fois où j'étais profondément scandalisé par la manière dont les autorités religieuses réglaient un problème social. Je n'avais pas encore connu un scandale de cette ampleur, je dirais. Malgré l'opposition du directeur de l'époque, le père d'Auteuil-Richard, le supérieur de la Compagnie de Jésus, à cette époque-là, à Montréal, décidera de finalement se rendre aux arguments de la compagnie et de publier une rétractation. Sur le coup, ça n'a pas empêché Relations de continuer à être publiée, mais l'équipe dirigeante a été changée. Le père d'Auteuil-Richard a été retiré de la direction de la revue. Il a été nommé à Sudbury, puis ensuite à Saint-Boniface. Et une équipe plus conservatrice a pris les rênes pour une bonne décennie. Le fait que l'article de Burton Ledoux n'ait pas été publié dans une revue scientifique a sûrement dû porter préjudice à l'impact
que son article a pu avoir. Toutefois, le contenu de l'article est extrêmement intéressant d'un point de vue médical, détaillé d'un point de vue d'hygiène du travail. Son épouse étant médecin, c'est sûr qu'il a dû s'appuyer sur ses connaissances à elle, d'autant plus qu'elle était spécialisée en médecine industrielle. Donc son épouse a effectivement dû l'accompagner, le conseiller et l'orienter dans ses recherches, c'est évident. C'était certainement pas voulu de la part des auteurs ou des responsables de la revue que les propriétaires de la compagnie se désistent si rapidement de leurs responsabilités et qu'ils ferment la mine sans donner de dédommagement aux gens qui avaient été touchés par la maladie. Ce que les compagnies vont faire, c'est presque une preuve de leur culpabilité. Ils vont tout démolir et ils vont tout enlever des traces. C'est pas juste l'usine qui part, c'est les documents, c'est tout. Ils rasent tout et ils ne laissent plus rien. Ce qui pouvait être frappant à ce moment-là, c'était l'absence de conscience sociale, de conscience morale, je dirais, de la part de ces grandes entreprises capitalistes. Cette entreprise est venue utiliser les ressources naturelles, utiliser les ressources humaines, elle les a exploitées. Et au moment de notre crise, elle disparaît, elle s'en va. Ça nous paraissait même ignoble, je dirais. La fermeture sauvage de la mine a vraiment créé une onde de choc, là, parce que les gens ont quitté le village. Le village a commencé à être déserté parce qu'il n'y avait plus d'emploi. Et puis les gens avaient besoin de gagner leur vie puis de pouvoir vivre. Mais c'est sûr que quand on voit comment les choses se sont faites, c'est assez troublant. Ils s'étaient engagés à payer un montant d'argent puis tout ça, puis ils se sont désistés par la suite. Les gens n'ont pas touché à rien, là. Je pense que le fait que la compagnie ait détruit l'usine quelques mois après la publication de cet article dans la revue Relations est une illustration parfaite du malaise qu'ils ont éprouvé. Et un des enjeux, on l'a vu à la fin de cet article de M. Ledoux, c'était qu'il y avait tout un réseau de compagnies qui exploitaient les mines et l'industrie industrielle qui allaient faire une entente avec le gouvernement du Québec pour développer tout le nord, l'Ungava. C'était l'espoir d'un grand développement industriel. Alors, cet article venait mettre le doigt sur toute la logique, je dirais, d'exploitation des ressources naturelles du Québec, comme on l'a trop vu. Et le contexte dans lequel on est, la publication de l'article mars 48, c'est que Duplessis va déclencher les élections. Il vient de céder le fer, ce qu'on dira par la suite, à une Seine-Latonne. Et l'article de Relations arrive juste au début de la campagne électorale et Duplessis veut que ça se règle avant l'élection. Donc, le gouvernement Duplessis est aussi très en furie contre cet article-là. Quand on regarde les choses, je peux dire que dans les années 50, quand on en parlait, ça faisait partie d'un ensemble d'une situation où il y avait eu beaucoup d'injustices, comme si on avait fait en sorte que ces gens allaient souffrir de la dénonciation. Et ça, cet état d'esprit, je pense bien, a surpris les responsables de la revue. C'est pour ça qu'on a gardé un malaise et d'une population qui avait été abandonnée, en quelque sorte, par le gouvernement du Québec aussi, pas seulement par les propriétaires de la mine. L'affaire silicose a permis quelques avancées, mais on a encore énormément de travail à faire, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas des politiques publiques qui protègent les travailleurs, qui sont dans une ligne de justice sociale. Quand les politiques publiques et l'action des gouvernements ne visent qu'à rassurer et à attirer les compagnies dans leur action, c'est le rôle à ce moment-là des citoyens, des groupes, de le réclamer et il faut continuer à le faire encore aujourd'hui.
L'affaire Silicose, c'est une prise de conscience collective. Même si c'est un échec, c'est pour obtenir des gains. Et ces gains-là vont être obtenus durant la Révolution tranquille. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme acquis au niveau syndical et conditions de santé et sécurité, en fait, les premières luttes partent à Saint-Rémy-d'Amherst. La silicose ne se résume pas à l'affaire silicose. La silicose est une maladie qui continue à sévir dans les milieux de travail. C'est une maladie qui est toujours active, qui est toujours d'actualité, qui est toujours sous surveillance, qui fait toujours l'objet de politiques de prévention de par les services de santé au travail et qui est toujours dans le trio de tête des maladies professionnelles reconnues par la CNESST. Dans l'histoire du Québec, il y a des événements qui sont trop facilement oubliés. Je pense que la silicose fait partie des événements oubliés, malheureusement. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de revenir sur cet événement-là. Ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de l'histoire sociale du Québec. Ça fait partie aussi de ce dont on peut avoir honte en même temps. Parce que il y a dans ces événements des replis et des trahisons qu'il ne faut pas balayer sous le tapis.